Je range mon bureau, je ne sais même plus quel est le numéro, ça fait 1 mois et demi, je pense, à l'aise que je n'ai pas fait de vidéo. Et je suis débordé de tous les côtés, mais il faut quand même que j'en fasse une, au moins pour faire un petit peu le point, garder le contact avec vous, et puis aussi pour signaler que j'avais envie de faire des cadeaux. Alors, j'ai gagné avec le concours sur Twitter Vendredi Lecture, auquel je ne savais même pas qu'on participait quand on publie quelque chose avec le hashtag Vendredi Lecture. J'ai gagné un audio-livre, et je n'écoute jamais d'audio-livre. C'est le Silmarillion de Tolkien, dans une traduction de Daniel Lauzon. C'est un audio-livre qui dure 15h30, et j'allais au départ lancer un petit peu sous forme de concours, puis en fait non, je vais l'offrir à quelqu'un qui compte beaucoup, qui est sur les réseaux sociaux. Il y a plein d'autres personnes qui comptent beaucoup. C'est Steven Corvez, parce que c'est un grand, grand fan de Tolkien. Je sais, il y a d'autres fans de Tolkien qui me suivent. Mais voilà, ça sera pour Steven Corvez. Je lui enverrai, il faut juste qu'il me rappelle son adresse postale par mail. Et puis du coup, je me suis dit que j'allais quand même faire un cadeau. L'éditeur Mémoire d'Encrier, excellent éditeur, qu'on ne remerciera jamais assez de son travail, m'avait fait parvenir, à titre de service de presse, 2 exemplaires par erreur de ce livre Le K ne se prononce pas, dont j'ai parlé au mois de septembre, de Suvankam Tamavongsa. Très très chouette, traduction française, la traduction française de Véronique Le Sart, voilà. Et j'ai 2 exemplaires, alors il y en a un, je ne sais pas où il est, je sais qu'il est quelque part. Et il se trouve que pour mon anniversaire, ma mère m'a offert entre autres How to Pronounce Knife, qui est le texte original en anglais, que j'ai pas encore eu le temps de regarder, mais voilà, c'est très chouette. Donc ça va me permettre de travailler sur le texte original, sur la traduction quand j'aurai retrouvé mon exemplaire. Et en attendant, je mets à la loterie ce livre, Le K ne se prononce pas, édition Mémoire d'Encrier. Si vous voulez savoir de quoi ça parle, vous recherchez, c'est dans la dernière ou l'avant-dernière vidéo Je range mon bureau. Comme d'habitude, des commentaires au 15e, 20e, je ne sais pas trop, on verra. Commentaires, on lance la petite roulette. En l'occurrence, moi, j'utilise pas des systèmes intégrés, subtils, comme François Bon, par exemple. Donc, ça ne sera pas une petite roulette, ça sera des noms dans un chapeau. Et je ferai parvenir ce livre à qui l'aura gagné. Je disais que j'étais très occupé en ce moment, bah évidemment avec le travail, avec les cours, les nombreux cours, toujours le cours d'agrégation sur Carpentaria de Alexis Wright, pour lequel je lis énormément aussi à côté, la direction du département d'anglais, et puis hier on a eu cette très très belle rencontre avec l'écrivaine américaine de Caroline du Sud, Bren McClain, qui était de passage car la traduction française de son livre par Marie Bissériex aux éditions du Nouveau Pont vient de remporter le prix Maya qui lui a été décerné samedi à Saint-Pierre-des-Corps. Et j'ai profité du fait que Bren McClain venait en France pour l'inviter à l'université. Il y a des étudiants de 3e année qui avaient travaillé sur un extrait de One Good Mama Bone et de la traduction, c'était en traductologie. Et donc, hier au Tanner, hier donc pour dater lundi 22 novembre sur le site Tanner, il y a eu une très belle rencontre avec Bren McClain, une rencontre d'1 heure et demie à peu près, avec beaucoup de questions qui sont venues des étudiants et des étudiantes, et c'était très chouette. Elle a beaucoup apprécié aussi. J'ai trouvé que c'était vraiment un très bon moment. Donc voilà, ça fait partie des choses de mon travail en ce moment. Et je ne vous parle pas aujourd'hui de Bren McClain et de son livre, mais ça sera l'occasion d'en parler à un autre moment. Alors pour en venir à la partie plus traditionnelle de ces vidéos, il y a tous les livres que je vais ranger, et il y a des livres que j'ai rangés dont je vous ai déjà parlé, mais ils sont sur mon bureau parce que notamment mon épouse les a lus entre-temps. Et il s'agit de Victoire, les saveurs et les mots de Maryse Condé, dont j'ai parlé il y a un an, peut-être un peu plus. Il faudrait vraiment que je prenne, mais ça va me prendre des heures et des heures et des heures, le temps de faire un index de tous les livres dont j'ai parlé depuis que je fais du vlog. Mais plus je retarde, évidemment, plus la tâche sera monstrueuse. Les 2 tout nouveaux livres d'Ananda Devi, 2 mâles et une marmite aux éditions Projectile, j'en ai parlé dans la dernière vidéo, et Le Rire des déesses aux éditions Grasset, j'en ai aussi parlé dans une vidéo récente, la dernière aussi je crois, je ne sais plus bien, peut-être la précédente. J'avais envie d'écrire un article un peu approfondi sur 2 mâles et une marmite, notamment pour En attendant Nado, ou alors peut-être pour Littéralute, puis j'ai jamais le temps en ce moment, c'est compliqué. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme livres qui seront non pas vite rangés, mais en tout cas dont je vais parler vite, parce que ce n'est pas des livres que j'ai lus vraiment, découverts récemment, c'est des livres qui traînent. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, j'ai une démangeaison terrible dans la narine aussi, accessoirement, ça s'est vu, je crois.
c'est pas grave. De la poésie, j'avais ressorti les trophées de Heredia, je ne sais plus bien pourquoi, il y a quelques semaines. J'avais ressorti aussi, suite à une conversation avec Sam Corian, je crois, sur Twitter, des poètes africains. Donc j'avais sorti Nimrod Kaltorabouli, qui est un poète mauricien, très, très intéressant. Et puis Kama Kamanda aussi, La Somme du Néant. Donc tout ça, c'est des livres que j'ai ressortis de mes étagères de poésie suite à un échange sur Twitter. Décidément, les réseaux, c'est quelque chose. Qu'est-ce que j'ai comme autre nom? Après, le reste, c'est vraiment des livres dont il faut que je vous parle. Eh bien, c'est parti, du coup. Et je vais commencer, tiens, par celui-là, Microphone On. Il y a 3 semaines, on a passé une semaine en Irlande, à Galway plus précisément, et notamment à écumer les second-hand bookshops, bien sûr, et j'ai acheté un certain nombre de livres. Celui-ci dans une très 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 chouette librairie de Galway qui s'appelle la Charlie Byrne Bookshop. Ouais. Vraiment, je sais pas, des centaines de milliers de livres neufs et d'occasion. Et j'ai acheté ce livre qui est une anthologie de poètes qui se sont produits dans un pub de Limerick en Irlande, le White House Pub. Et donc c'est une anthologie comme ça, vraiment de la scène la plus créative, la plus contemporaine qui soit à Limerick. Alors sauf que c'est pas ultra contemporain parce que ça date de 2005, je crois. Donc ça donne comme ça une sorte de coupe transversale de 5, 10, 15 années de performances poétiques autour de l'an 2000 par des poètes irlandais. Et ça a été l'occasion de découvrir de nombreux poètes. Emily Callan, j'ai adoré les 2 poèmes d'elle qui se trouvent dans cette anthologie. Mary Kennelly aussi, très chouette. Deirdre Carr, je donne quelques noms comme ça. Donald O'Flynn, c'est aussi pour moi. Et puis, je ne sais pas s'ils sont related, comme on dit, s'ils sont parents ou pas, mais il y a aussi Christor O'Flynn, je ne sais même pas comment ça se dit, Criostoire, ça s'écrit, mais ça doit se prononcer Christor, ça se trouve, ça se prononce même un truc encore complètement différent. Je n'ai pas vérifié. Et donc, je vais vous lire d'ailleurs un poème de Christor O'Flynn. Alors, Christor O'Flynn, je ne prononce pas bien son nom, c'est sûr. Born in Limerick, now lives in County Dublin. He is a bilingual writer who has published over 50 books and has been a full-time writer since being elected a member of Austana. Bon, je prononce mal, mais bon, peu importe. Donc, quand on dit bilingual, évidemment, dans ce genre d'anthologie irlandaise, ça veut dire qu'il écrit autant en gaélique qu'en anglais. Voilà un poème en anglais. Banana. Il y a des marque-pages partout dans ces bouquins. O golden banana, produce of Ecuador, succulent sunstore, sensuous to finger touch, brought from legendary Isle of the Blessed by voyaging heroes you might pass, marveled at from hand to delicate hand along the king's table. Commonplace now, unnoticed symbol of our progress. Inca priests who, without machine or wheel, caused monstrous temples to rise sunwards would consult sundials to interpret magically the phenomenon of your appearing here in my hand in the bogland city of Dublin. Feeling you, I wonder whose hand plucked you. My finger touched those of a ragged black-eyed Indian descendant of that innocent race conquered and enslaved by sterile, sun-worshipping Inca and later by Christian gold-worshipping conquistador. This morning, at our suburban supermarket, tossing cheap fruit into cornucopia trolley, I smelt no evaporated human sweat. Accursed fruit, symbol now of gold and greed, prodding me into brooding on man's inhumanity to man. Why couldn't I, like our no-nonsense ancestor, the hairy ape, just peel and devour you? Why must I lose appetite and taste because I can think, oh jaundiced, sickening, pulpy, bloody banana. C'est un super poème. Voilà, donc il y a plein de poètes dont j'ai envie de lire plus de poèmes. Emily Callan aussi, je ne veux pas que celui que j'ai lu efface les autres. Shadna Matthews aussi. Tiens, je vais lire un poème de... Ça ne doit pas se dire Shadna non plus. Je n'ai pas vérifié les prononciations des noms gaéliques. Ça s'écrit Seadna, mais ça ne se dit évidemment pas comme ça, probablement. Came to Limerick 15 years ago for 3 months and never left. On n'en sait pas plus. Je ne sais même pas si c'est un prénom féminin ou un prénom masculin, mais on s'en fout à la rigueur. Raindrops. We are raindrops. Time is our gravity.
falling, 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 splat, splat, splat. Anthologie de poèmes lus et performés au White House Pub à Limerick en Irlande. Ça, c'est pas des bouquins qu'on trouve facilement en France, je pense. On continue avec une toute nouvelle parution. Je l'ai reçue la semaine dernière et c'est sorti officiellement hier lundi. Les éditions Louise Bottu. Les éditions Louise Bottu, j'en parle tellement souvent que je ne devrais plus les présenter, mais je vais quand même les présenter rapidement parce que l'éditeur Jean-Michel Martinez Esnaola, qui m'envoie souvent les livres en service de presse, merci beaucoup. Je l'avais rencontré ça va faire 3 ans en fait. C'était au moment où j'avais beaucoup travaillé avec Pierre Barrault, où j'avais fait venir Pierre Barrault à l'université pour Clonc et ses dysfonctionnements et le fait qu'on avait traduit avec des étudiants d'échange, des étudiants étrangers, allophones, de longs extraits de Clonc et ses dysfonctionnements. Et donc on a beaucoup échangé depuis avec Jean-Michel Martinez Esnaola. Et parmi les auteurs qu'il publie, il y a ce Marc-Émile Tinès, dont j'ai déjà parlé, là aussi il faudrait aller rechercher dans les vidéos, 140 au carré par exemple, hein, qui fait partie des livres de Marc-Émile Tinès. Et là, voilà, Marc-Émile Tinès, il sort ce petit livre dans la collection Contrainte, 8 €, c'est très chouette. Et en fait, l'idée, c'est qu'il y a 50 textes et qu'à chaque fois, c'est « J'aurais été », hein, c'est le titre, « J'aurais été ce que je suis ». Un petit texte qui illustre comment, quand on est un écrivain et un lecteur, on devient, au moins le temps d'une lecture, un des personnages ou une des émanations, quand ce n'est pas exactement un personnage, des émanations textuelles d'un texte littéraire. Et c'est regroupé en 5 parties de 10 textes chacune, séparées par des éléments comme ça. La vida es sueño, bien sûr, allais-je dire, Calderon. Le cinéma fabrique des souvenirs, ça peut être une citation aussi, mais j'avoue qu'elle m'échappe. Et puis chaque texte se termine par « J'aurais été Vitold, j'aurais été son neveu, j'aurais été Boubou Roche, j'aurais été Gargantua, etc. » Ça donne évidemment la solution de l'énigme. Et puis parfois, quand l'énigme n'est pas encore assez clairement résolue, il y a à la fin qui que quoi dont où, la liste des 50 livres avec leurs références, d'où sont tirés bien sûr les personnages. Donc ça, voilà, ça donne, voilà, c'est une lecture assez rapide, mais je pense que c'est pas fait non plus pour être lu d'un tenant. C'est un livre comme ça qu'il faut poser dans un coin et puis auquel il faut revenir de temps en temps. Et en lisant le 14 et le 15, je me suis dit, mais enfin, ça y est, j'ai tout compris. Marc-Émile Tinès, c'est le pseudonyme de l'éditeur, de Jean-Michel Martinez Esnaola. Alors, il n'a pas confirmé, mais je mets quand même, je mets quelques euros et même quelques billets sur la table que c'est ça. Évidemment, maintenant, s'il veut me prouver le contraire, il va falloir que Jean-Michel Martinez Esnaola me fasse rencontrer Marc-Émile Tinès. Mais c'est Jekyll et Hyde, c'est le même. J'aurais été ce que je suis. 14 et 15. 14. Fruits et légumes, voyage et manque d'air, d'où cette terre de Quessette à claire-voie, moi encore neuf, tout luisant, du modeste éclat du bois blanc, moi presque neuf déjà, usé à la voirie jetée, sans espoir de retour, pauvre petit objet fragile, petit mot sympathique, entre cage et cachot, j'aurais été cajot. Ponge. Ok. Ponge, le cajot de Ponge. 15. Rencontrer Monsieur Songe, à la page 135 qui faisait sa promenade du matin, retrouver mon sourire de petite fille en le reconnaissant, lui dit ému que j'allais mettre sous presse un nouveau recueil poétique et en oublier de trembler. Il me dévisage étonné, comme si j'avais ressuscité. J'aurais été Louise Bottu. Et Louise Bottu, c'est un des personnages mineurs, sauf dans 2 textes du début de la carrière de Pinget. Donc là, de Ponge, on passe à Songe. Le 14, c'est Francis Ponge. Le 15, c'est Monsieur Songe, donc c'est Pinget. Et c'est donc ce personnage tout à fait mineur dans l'œuvre de Pinget, Louise Bottu, que Jean-Michel Martinez Esnaola a choisi pour le nom de sa maison d'édition. Et là, je me suis dit, bah oui, tiens, c'est bizarre quand même. Il y a quelqu'un d'autre que Jean-Michel Martinez Esnaola qui a fait une fixette comme ça sur Louise Bottu. Ouais, moi un petit peu peut-être, mais pas tant que ça. Marc-Émile Tinès, Martinez, Émile, Jean-Michel. Tout ça est quand même étrange. Marc-Émile Tinès, pseudonyme de Jean-Michel Martinez Esnaola, ou pas, peu importe. En tout cas, vous l'aurez compris, j'aurais été ce que je suis. C'est une bonne idée de cadeau de Noël. On va continuer avec des livres que j'ai ramenés d'Irlande. J'ai acheté d'occasion, c'est pas un auteur irlandais, mais c'est un... Si vous me connaissez depuis longtemps, vous savez que c'est un auteur qui compte beaucoup pour moi, E.E. Cummings.
J'ai lu et relu, et ça fait très longtemps que je m'immerge régulièrement dans sa poésie. J'ai aussi, à une époque, autour de 2011-2013, beaucoup traduit de ses poèmes. Puis j'ai pas trouvé d'éditeur pour une nouvelle traduction d'E. Cummings, donc j'ai un peu lâché l'affaire, mais j'ai beaucoup traduit Cummings, et je n'avais jamais lu son premier livre, The Enormous Room, qui est un texte autobiographique dans lequel il raconte ses 3 mois de captivité aux mains du gouvernement français à la fin 1917, soupçonné d'intelligence avec l'ennemi. Il se retrouve à la Ferté-Macé, dans la Sarthe, où il purge une peine de prison, de confinement, d'incarcération, en attente de son jugement, d'une décision plus claire, aux mains des autorités militaires françaises. Et donc c'est un texte dans lequel, on pourrait dire facilement, on trouve tout Cummings en germe. Non, ça n'est pas vrai. Mais c'est un texte qui est extraordinairement singulier. Déjà, E. Cummings, il a à peine la vingtaine, il doit avoir 23 ans ou quelque chose comme ça. Et il écrit ce livre qui est extrêmement étonnant, surprenant, dans lequel les audaces formelles sont déjà très présentes, dans la manière dont il construit des phrases, dont il joue avec des adverbes impossibles, des adjectifs impossibles. Et c'était vraiment très chouette de lire ça. J'ai corné quelques pages. Je vais en lire une. Tiens, sur la faim. Puisque, évidemment, en prison, on a faim. One day, I found myself expecting la soupe. Number one, with something like avidity. My appetite faded, however, upon perceiving a vision en route to the empty place at my left. It slightly resembled a tall youth, not more than 16 or 17 years old, having flaxen hair, a face whose whiteness I have never seen equaled, and an expression of intense starvation, which might have been well enough in a human being, but was somewhat unnecessarily uncanny in a ghost. The ghost, floatingly and slenderly, made for the place beside me, seated himself suddenly and gently like a morsel of white wind, and regarded the wall before him. La soupe arrived. He obtained a plate after some protest on the part of certain members of our table, to whom the advent of a newcomer meant only that everyone would get less for lunch. And after gazing at his portion for a second in apparent wonderment at its size, caused it gently and suddenly to disappear. I was no sluggard as a rule, but found myself outclassed by minutes, which, said I to myself, is not to be worried over, since 'tis sheer vanity to compete with the supernatural. But even as I lugged the last spoonful of lukewarm greasy water to my lips, this ghost turned to me for all the world as if I too were a ghost, and remarked softly, Voulez-vous me prêter 10 sous? Je vais acheter du tabac à la cantine. One has no business crossing a spirit, I thought, and produced the sum cheerfully, which sum disappeared. The ghost arose slenderly and soundlessly, and I was left with emptiness beside me. Later, I discovered that this ghost was called Pete. Super, vraiment super. Enfin voilà, je trouve ça magnifique. Et on continue en anglais, texte acheté à Galway, d'occasion, toujours en écumant les bouquinistes. Là encore, je n'aurai pas la prétention de prononcer correctement le nom, Nwala Nishanchouir, je le prononce à la française, écrivaine qui doit avoir la quarantaine à peu près, peut-être 45 ans, quelque chose comme ça, 50 ans maintenant, née en 1970. The Wind Across the Grass, c'est son premier recueil de nouvelles, et je n'avais jamais lu cette écrivaine, mais c'était un nom que je connaissais, et c'était l'occasion de la découvrir. Et en fait, il y a 22 nouvelles, très brèves, parce qu'en tout, le livre fait 150 pages, donc vous faites la moyenne vite fait, hein, c'est 6-7 pages par nouvelle, certaines font à peine 3 pages, et c'est magnifique. C'est à la fois l'écriture, enfin, il n'y a pas un mot, enfin, il n'y a pas une phrase gratuite, enfin, tous les procédés de style, tout ce qui pourrait être d'éthique d'écriture chez d'autres, en fait, est complètement justifié par, évidemment, l'empathie avec les personnages, par la souffrance des personnages, par la relation un peu ambiguë, amère avec leur passé, avec leurs déceptions, leurs espoirs déçus. Ça n'est pas très gai, il y a assez peu de nouvelles positives ou comment dire, enthousiasmantes du point de vue de ce qu'elles racontent. Ce sont des histoires assez noires, hein, assez sombres.
Mais c'est vraiment très très beau, c'est enthousiasmant par l'écriture de façon très évidente. Et il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire sur cette écriture. Euh, je ne sais pas très bien laquelle choisir, parce que là j'ai corné une page, mais c'est pour autre chose, c'est pour de la traductologie en fait. Il faudrait que je trouve la traduction en français. Et elle a été traduite en français, ça j'en suis à peu près sûr. Allez, tiens, ça c'est pas très... Bon, un bébé mort. Désolé, je fais un trigger warning. Attention, description compliquée. There had been a raid the night before you found the dead baby in the alley. Mammy made you wear your boots when you went out to play because the cobbles were bright with glass. The police were supposed to break all the bottles they found inside, but Daddy said that they broke only a few and took the rest back to the barracks with them, the greedy bastards. The madams will be raging, Mammy said happily. Outside, you picked your way through the glass, the brown boots pinching at your feet from every side. You slid your finger in around the ankle rim, but the boots were stiff. You decided to take them off until it was time to go in, and you looked around for a place to hide them. You streaked along the back of Miss Brady's house looking for a spot where the boots might remain safe for a couple of hours. You noticed a pile of brown rags heaped against the wall, and you poked at them with your foot to make sure there wasn't a rat hiding in under them, ready to jump out and bite your neck. There was something wrapped up in the rags. You pulled at the corner of the bundle and it unraveled. You pulled again. Out rolled the tiny body of a baby. You stood gulping at it for a couple of seconds, unsure of what your eyes were telling you. The baby's skin was waxy, and there was a collection of blue marks on the bulge of its belly. A little black stump stood where the belly button should be. The baby's head was capped with small rivers of brown blood, and its arms were curled into its chest as if it was trying to keep itself warm. You stumbled backwards, staring at the baby's perfect features and cold skin, then you turned and ran. Your parents stayed up all that night, shouting in whispers. Mammy cried. The police had called to your door earlier, but you were sent off to play. You lay on your mattress in the dark, listening to the angriness. You knew it was all your fault for finding the little baby behind Miss Brady's house. Mammy slapped Daddy hard on the face, and you started to cry. In the morning, Mammy sat on the chair, eager and cold. There was no sign of Daddy. You stood in your vest in the chiller room, afraid to go near her. Her eyelids were swollen and the skin was blotched. Someone knocked at the door. Je ne vous raconte pas la toute fin de cette nouvelle qui s'intitule Pig Alley, mais en fait, ce qui se passe, c'est que le bébé qui est mort, c'est le bébé que le mari a eu avec une prostituée. C'est pour ça qu'on retrouve le bébé, que la fille, en fait, retrouve l'enfant qu'elle ne sait pas être son demi-frère ou sa demi-sœur, au milieu des poubelles, dans la rue, près du bordel, en fait. Donc et c'est raconté c'est tellement à la fois émouvant, subtil et horrible à la fois. Enfin, voilà, ça raconte quand même des histoires horribles. Toutes les histoires ne sont pas horribles comme ça. Je suis désolé, c'est vraiment tombé sur ce passage-là. Tiens, parmi les livres à ranger, mais dont je ne vais pas vous reparler, Tissé de Raharimanan. Pourquoi ? Parce que Jean-Luc Raharimanan, il est venu, dans le cadre du festival Plume d'Afrique qui se déroule ce mois-ci à Tours, il est venu représenter ses derniers livres, notamment celui-ci, mais aussi les poèmes La Voix, le Loin. Je n'ai pas fini le recueil, donc j'en parlerai une autre fois. Et aussi la maison d'édition Projectile, dont je vous ai déjà parlé et dont je vais vous reparler. Donc du coup, il avait relu un extrait où il avait été question de plusieurs extraits de Tissé, donc je vais été replongé dans ce texte. Tissé, qui est paru au printemps dernier, j'avais écrit un texte pour Littéralutte à ce sujet. On n'en finit pas de ces livres. Tiens, les livres irlandais. On va continuer à faire notre série irlandaise, et puis les autres livres, si on en parle une autre fois, eh bien ça sera très bien aussi. Il faudra que je reparle de Bren McLean, il faudra que je parle de Projectile, du dernier Marie Dariussec, de Thomas Chatterton Williams, et puis surtout du premier Chimamanda Ngozi Adichie que j'ai relu récemment pour une de mes étudiantes dont je dirige le travail de Master 1, et j'étais super content de relire le premier livre de Adichie, qui est peut-être
le plus beau de tous, en fait. C'est peut-être terrible de dire ça, mais je ne suis pas loin de le penser. Bon, je sais pas, on reparlera de tout ça à un autre moment sans doute. Là, je vais manquer de temps. Alors, je vais juste me concentrer sur 2 autres livres achetés en Irlande et lus. Un poète anglo-irlandais, ou c'est plus ou moins comme ça qu'il est présenté, je crois, ouais, anglo-irlandais, de famille anglo-irlandaise en tout cas, Richard Murphy, avec un nom très irlandais. The Price of Stone, c'est un poète irlandais majeur du XXe siècle. Et ce sont notamment des sonnets, mais des sonnets très particuliers, dans lesquels il raconte sa vie. Hein. C'est une sorte d'autobiographie en 2 parties, si je ne m'abuse, où à la première partie qui n'est pas composée de sonnets, et la deuxième partie qui est composée de sonnets. Je ne sais pas combien il y en a, il doit y en avoir une cinquantaine. Il doit y avoir 50 sonnets, en fait, je crois. Ça doit être à peu près ça, d'ailleurs, la contrainte du livre. Ça s'appelle donc The Price of Stone. Il y a encore le prix dessus, hein, acheté d'occasion là aussi. Et je n'ai pas corné de page, donc tout est bien dedans, on va dire ça. Ah oui, il est bien. Plant Stock. Je m'en souviens de celui-là en plus. Ça tombe bien. Ah mais si, il y avait un marque-page. Ah oui, j'avais marqué la page 34 de Arsonist, qui n'est pas un des sonnets. Allez, on va lire les deux. On va lire Arsonist et on va lire Plant Stock. Arsonist, l'incendiaire. Hein. The summer visitors have gone, rain blathers at the glass. He drifts alone on the sound waves of his vacant house, so firm his tongued and grooved oak floors. By his building he is possessed. His dark teak doors creak as they close him in his past. Each random stone made integral has bonded him with debt. All he can feel is a dying to get rid of it. With craft to burn, how could he use control to lose control? To spark a blaze, spontaneous and elemental. Fire would transmute his home and house to a fetiferous void, a mold that flowers gravid with fronds of gutter lead. Sorry. Je me suis planté sur le dernier vers. Je refais la dernière strophe. Cut, non, il n'y a pas de cut. Fire would transmute his home in ours to a fetiferous void, a mold that flowers gravid with fronds of gutter lead. Et une des raisons pour lesquelles je me suis déconcentré, c'est parce qu'il y a cet adjectif fetiferous qui demande un petit peu d'attention, qui porte un vide porteur de fœtus, littéralement, décidément, on n'en sort pas. Plant stock, ça c'est un des sonnets. People look up to me, though I'm falling down, and wonder why a monkey-puzzled tree chose to ascend from seaweed a hard mountain whose gorse gold standard plunges into scree. I love old watercolors, curlews paint with iodine on a quill down a glen's throat. Deplore the weather's poor mouth complaint. Wear fuchsia tweed, an ancient ivy coat. Can't you eat rabbit? Does it make you sick to find your father's gunshots in your meat to touch a trout he's caught? You ought to like wearing an Eton collar, you look sweet. All the roots that would pack inside a tea chest came home when we retired from the Far East. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une poésie complexe, avec des résonances multiples. J'ai encore échangé au sujet de Yeats hier sur Twitter encore. Et plus ça va, plus je me dis qu'il y a des dizaines et des dizaines de poètes irlandais que je préfère à Yeats. Mais je n'aime pas Yeats, donc Yeats m'ennuie. Acheté aussi d'occasion, on va terminer là-dessus, Flann O'Brien, un écrivain majeur qui m'accompagne depuis super longtemps. Pour moi, c'est le grand oublié du modernisme irlandais. On parle toujours de Joyce et de Beckett, bien sûr. On parle de Yeats dans une autre perspective. On parle un peu de Synge aussi. Mais on oublie toujours Flann O'Brien, un petit peu plus tardif. Plusieurs textes majeurs, At Swim Two Birds par exemple, c'est un des plus grands romans modernistes pour moi, At Swim Two Birds de Flann O'Brien. Et Flann O'Brien, il était aussi journaliste, ou plus exactement columniste. Hein. Il avait une chronique, voilà, c'était un chroniqueur, il avait une chronique dans plusieurs journaux irlandais, hein, entre les années 40, les années 30, peut-être même les années 40 et les années 60.
Et donc là, c'est une anthologie de ces chroniques, Further Cuttings from Chris Queen Loam. Et c'est super drôle. On ne comprend pas toujours tout parce qu'il y a parfois des références à des éléments politiques ou même culturels irlandais qui ne sont pas toujours évidents à suivre. Moi, il y a vraiment des trucs très très drôles aussi. Et notamment quand il fait de la critique littéraire en se moquant du style de certains écrivains, et notamment ici de Frank O'Connor. Here is something I seen in the paper recently. Why the paper? Is there then another? But everywhere one can discern the master's hand in the construction, in the racy narrative, in the rich, spit natural dialect, in the lightning delineation of appearance and personality. He had a red face, an apoplectic face that looked like a plum pudding you'd squeezed up and down till it all bulged sideways, so that the features were all flattened and spread out and the two eyes narrowed into slits. That extract with quotation inset is from a notice dealing with a book of short stories by Mr. Frank O'Connor. Mr. O'Connor and I are old friends, though heavens knows of whom, and I yield to nuns in my admiration for his work, if not for his literary work. But if he wrote that bit about the plum pudding, and Milo, we are not admitting that he did, then I, in my capacity as an old and trusted chef de l'état-major de cuisine, must really protest. If this be so, and I still doubt it, I can only ask Mr. O'Connor to come along down to the club some evening, black tie, bring a few friends, and also bring a mangle, steam press, or whatever other instrument he may choose for the experiment. I shall put up the plum pudding. No charge to guests of the nation, and it only remains for him to go to work, the results to be published in one evening, 2 morning papers. Gentle reader, have you ever squeezed a plum pudding up and down? What is the strength of a plum pudding in compression and tension? What is its modulus of elasticity? Where its extensible limit? In what elevated thermic stratum its flash point? Who will attempt to deny that even the worst plum puddings fracture at something under 1.05 ounce per superficial year? Fracture, mark you, crumble and lose all integrity. I've had Purcell test more plum puddings in my day than any other man in these islands. He will tell you the same thing. Test them at 7 days, test them at 28. Their strength, be the fault in mixing or in aggregate, declines as they mature. There is one other matter. It is this question of the features and the two eyes. Strong drink I have never permitted to pass these lips. True, there is always a bottle of Hennessy in the house, but that is in case the missus should have a seizure. Blast those rate collectors. But this much I can say with my hand upon my heart. Never have I seen a plum pudding with features. Never a pudding with even one eye. Never. There was one Christmas I admit that someone, I don't know, that cider cup was, oh well. The best of us have our lapses, and human nature is human nature. I am, of course, terribly interested in our younger writers, and if they be from Cork, then my warm understanding of their problems is boundless, my sympathy immense. I may well be mistaken in the mild strictures I have felt bound to make above. I add with candour that I have never seen a Cork plum pudding. For all I know, it may be a very different thing from the Dun confection that is known to me. The Cork plum pudding may wear a hat and go to Limerick Junction races. Voilà, c'était un extrait des Further Cuttings de Flann O'Brien dans lequel il se moque abondamment et avec beaucoup de parenthèses et de parodies, de langage juridique, de plein de choses très drôles, donc d'une nouvelle ou d'un extrait d'une nouvelle de Frank O'Connor, qui est un écrivain que je n'ai pas le bonheur d'avoir lu. Bien, on s'arrête là pour aujourd'hui, ça doit déjà être très long, j'espère qu'on voyait mes yeux, bien que ce ne soit pas particulièrement un spectacle, mais c'est peut-être un peu bizarre ces vidéos dans lesquelles mes yeux sont coupés. Je vais savoir ça dans quelques instants. Et vous le savez déjà. Allez, merci de votre attention. N'oubliez pas, il y a un concours. Ce livre, le cas ne se prononce pas, à gagner, avec des petits commentaires. Il suffit de mettre des petits commentaires juste en dessous sur YouTube. Allez, à la prochaine.